Bonjour, le premier conférencier aujourd'hui, c'est le Dr. Mitra Mirhassani, professeur agréé, département de génie électrique et informatique à l'Université de Windsor. Ses intérêts de recherche portent sur la cybersécurité, détection des chevaux de Troie et l'encryptage quantique. Avec son équipe, elle s'intéresse à une gamme de problèmes de sécurité touchant l'équipement, détection des chevaux de Troie matériels, l'application efficace des algorithmes post-quantiques, à la mise en œuvre des fonctions impossibles à cloner public. Elle est membre électif de IEE, rédactrice associée du périodique Access Journal de l'organisation, rédactrice invitée de Transaction on Computer Aided Design. Elle est conseillère auprès de la branche de chapitre de Windsor, les femmes en cybersécurité, est une des premières femmes qui a été reconnue en 2020. Elle a gagné le prix de réalisation exceptionnelle de la APMA, Cyber Security Institute. Félicitations, Mitra. Elle aussi est cofondatrice et co-directrice du SHIELD, un centre de cybersécurité automobile à l'Université de Windsor. Et c'est le centre d'excellence. Alors, accueillons Dr. Mitra Mirasane qui nous parle de Windsor, en Ontario. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cet accueil. Je suis très content de participer au Sommet Canary pour parler de l'équipement informatique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner un peu d'informations sur le centre d'excellence. Est-ce que nous faisons nos centres d'excellence en cybersécurité automobile? En fait, c'est sûr que c'est le centre SHIELD. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'importance à cette question de cybersécurité dans le domaine automobile. Nous sommes situés dans le coin sud, ou partie sud de l'Ontario, en fait, dans le comté de Windsor, Essex. On travaille beaucoup dans cette région. Avant, c'était le centre automobile canadien, en fait. Donc, on est en transformation dans la région. On parle d'un pôle pour automobilité pour Windsor et pour le Canada. Donc, on fait beaucoup de développement et beaucoup de diversification économique. Avec tout ce qui concerne les automobilités, nous sommes intéressés à faire les startups, les activités de recherche universitaire, les activités dans les collèges, la formation, en fait, surtout quand on parle d'automobile autonome et surtout et pour les véhicules électriques, bien sûr. Nous peut-être le plus grand centre envers toute la région. C'est la région où il y a le plus grand accès public et c'est ouvert au public pour avoir des questions de réalité visuelle. Nous sommes la capitale de l'automobilité. Donc, au fond, nous cherchons d'attirer les entreprises, développer des talents, former les étudiants à tous les niveaux d'expertise et assurer l'innovation, en fait, dans un contexte de start-up à Windsor, ou de renforcer, parce qu'il y en a déjà bon nombre de co-entreprises ou entreprises de capital à risque. Dans le sens Shield, nous sommes très intéressés à trois piliers. Ça commence bien sûr par l'innovation et recherche, bien sûr. Donc, de faire la formation de personnel hautement compétent. Donc, on fait partie de l'Université de Windsor aussi. Donc, on donne une bonne formation aux étudiants. Ah, en fait, il y a beaucoup de financement de l'industrie. Donc, ce financement est soutenu par, en fait, le bailleur de fonds fédéraux, provinciaux. Nous avons des cours qui sont offerts, que nous offrons, nous proposons. En fait, les certifications sur différents sujets. Et on fait aussi des cours de micro-certification dans le domaine de la cybersécurité. Et ces cours vont commencer cet été. Nous travaillons avec les décideurs et les agences de normalisation pour essayer un transfert des connaissances.
et qu'il y a un niveau de communication entre l'ingénieur, les décideurs, les élus. On va avoir une ligne de communication sécurisée. Les possibilités de croissance, nous, en fait, officiellement, ont été connues le Centre Shield au mois de janvier 2021. Et nous avons toujours mis l'accent, c'était l'automobilier ou la cybersécurité automobile. Parce que cybersécurité, ce n'est pas nouveau, ça touche beaucoup de domaines, mais pour l'automobile, ça amène d'autres défis. En fait, toute une série, toute une gamme de problèmes qui sont uniques et qu'on doit regarder très près. Quand vous allez entendre les idées, en fait, de sécurité informatique en général, mais c'est surtout sécurité en ce qui concerne le système automobile, surtout pour les questions d'automobilité. Et la raison, quelle est-ce que la motivation derrière cela? La recherche. Un domaine de recherche particulier, c'est ce qu'on appelle IoT. Et nous avons la motivation pour cette motivation IoT avec la montée de connexion, non seulement dans l'automobile, enfin dans tout le spectre des dispositifs. Les questions d'équipement informatique deviennent de plus en plus complexes. Les systèmes, le matériel. Vous avez un système électronique qui est très complexe, qui doit passer à travers la production de matériel, la fabrication. C'est un produit qui finit chez les consommateurs, mais il y a beaucoup de tests. En fait, c'est sûr qu'il y a des normes en fabrication. Et en fabrication, ce n'est pas toujours une ligne verticale. Il peut y avoir plusieurs, en fait, des sous-traitants, donc des lignes horizontales, des lignes pointillées, en fait, des sous-assemblages. Même chose pour le véhicule. Chaque pièce est fabriquée ailleurs ou chaque ligne de code vient de différentes entreprises. Une plateforme, c'est une belle plateforme. On essaie de recevoir toute la programmation pour faire le véhicule final. Pour la sécurité de ces véhicules et les systèmes complexes, ce que ça représente l'idée, en fait, le cheval de Troie matériel. Cheval de Troie, c'est comme ça fait des nuits blanches chez les personnes parce que l'équipement est de plus en plus complexe. Ça empêche de plus en plus de fiabilité et d'évaluation du matériel et l'intégrité des composantes électriques même. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler je parlais de quelques risques, des exemples de haut niveau de qu'est-ce qui va mal avec l'équipement, avec les circuits imprimés. Et j'espère que lorsqu'on va parler de cybersécurité particulièrement, il ne faut pas oublier aussi, il y a l'équipement, il y a les composantes électriques. Professeur de l'Université de Florida qui a écrit ce qui suit. La plus grande menace qu'on appelle cybersécurité, ça n'a rien à voir avec le logiciel. Ce n'est pas le logiciel qui figure de logiciel malveillant. C'est l'équipement, ce sont les composantes qui posent le risque. Voici les composants que vous achetez d'après les fournisseurs. Donc, c'est déjà monté, ça a déjà été testé, mis à l'essai. Et puis, ça micro-ondes, électronique consommateur, les communications, les voitures de police, le transport en commun, défense, les avions, donc, le problème avec les composants électroniques, c'est les contrefaçons. Donc, contrefaçon, s'il y a un cheval de Troie matériel, regardons par exemple ces circuits imprimés, ça semble être identique. Data, ça semble identique, ça paraît presque égal. On ne voit pas de défaut, mais si vous regardez plus près, le rectangle du côté droite, en fait, le noir est plus grand, notre droite. Ils sont différents, on voit déjà. Vous regardez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Les deux carrés noirs, si on fait une inspection trop rapide, on ne voit rien. Et si on fait uniquement l'inspection rien, c'est pas identique.
Donc, ce n'est pas vraiment le SEHAM. Un autre exemple ici, ici, vous avez trouvé le contrefaçon, le faux. Ici, deux circuits imprimés, en haut et en bas. Et vous voyez tout de suite quel est le faux. Vous avez le chiffre, chauffe dans le plus, en fait, le fond. Le fond, ça semble être correct, mais la seule différence, il y a un point du côté gauche. En fait, vous voyez le conche, vous avez MM74 et ce point, c'est plus bas par rapport en haut. Et si vous ne connaissez très bien avec le composant réel, même une inspection visuelle pour échouer, pour identifier le faux. Lequel est le faux, quel est le vrai? Et c'est en bas, qui est correct, c'est en bas. Et ce qui indique, et ça, donc, trouvez le faux ici. Notre très bon exemple, ici, ça ressemble à un certain point, la partie du milieu. Et il y a le premier, on va 3 lignes, le deuxième a 2 lignes, mais pour la connectivité, il y a 2 lignes du côté droit. Les deux fonctionnent, les deux exécutent bien les fonctions. Si vous allez faire le test de l'équipement, sans savoir quel est le vrai composant, ils vont donner la même exécution au premier test. Mais en réalité, côté droit, en fait, celui qui a 2 lignes de texte, c'est le bon composante. Côté gauche, c'est une contrefaçon. On va voir d'autres exemples aussi, d'autres exemples de puces ou de micro-puces. Ici que je vois, il y a indiqué avec la flèche rouge, le Pentium. On voit que en haut à gauche. À gauche, Intel Pentium. À côté de Intel Pentium, il y a deux autres. Pas trop mal, mais quand vous voulez de près, vous faites un grossissement, un gros au microscope. Ce que vous voyez en bas à droite, vous voyez en bas à droite, il y a un problème. Le Intel, regardez, le Intel commence à marquer. Il y a des points noirs un peu partout sur ce circuit imprimé. Même si ça vient du fabricant, et c'est supposé venir mais c'est rejeté, ça a été rejeté, mais qui est vendu dans l'industrie. Si vous regardez en haut à droite, vous voyez le point. Mais en fait, il faut l'enlever. Si vous l'enlevez, vous n'allez jamais trouver. Peut-être vous avez trouvé certaines certifications, certains normes. Mais prenons un autre exemple. C'est la même marque, Intel Pentium. Il n'y a pas de point remarquable. Tout semble être beau. Mais si vous regardez de plus près, le logo en bas à droite, c'est pas bien écrit. C'est Intel imprimé, en fait. Donc, il faut quelqu'un qui peut en fait regarder ce circuit, aller de près pour lire est-ce que vous avez ce circuit va réussir la vérification, mais ce n'est pas la pièce, pas le composant qu'on devrait avoir, qu'on va utiliser dans nos. On ne sait pas qui était le fabricant, qui l'a. Un autre série de contrefaçons sur une série, c'est rayon X, d'un circuit imprimé qui semble être identique. Dès que vous le passez au rayon X, il y a des différences. On commence à voir des différences dans l'exemple 4 et 5. On ne peut pas être certain lequel est le bon composant qui devrait être vendu et quelle est la contrefaçon, ou tout simplement, en fait, maintenant qui est vendu. Et de nos jours, à cause des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement, pénurie d'équipements, pénurie d'ordinateurs, la question de contrefaçon et chevaux de Troie matériels deviennent des questions très, très risquées. Et ça cause des problèmes. Si vous prenez, en fait, vous avez des centaines de circuits imprimés.
Peut-être vous avez quelques-uns qui sont des bonnes composants, mais de plus en plus de nos jours, dans les forfaits ou dans l'assemblage, il y a de plus en plus de contrefaçons complètement à droite. C'est uniquement à droite. C'est le bon circuit, les autres quatre ne sont pas les bonnes composants. Il y a la recherche qui a été menée par l'APMA, le groupe de cybersécurité, où ils ont fait l'inspection, une centaine de petites composantes. C'est sûr, c'est une pièce très comme une centaine ont été examinées, on a décapé, on a scanné, on a regardé il y a 22 sur 100 qui étaient authentiques. C'était authentique. Les autres, sur 100, les autres, c'était des contrefaçons. 22 sur 100 pour une pièce très, très courante. Donc, la question de quelque chose qui est de seconde main, c'est pas faux, c'est de seconde main. C'était déjà été utilisé. Donc, si on va enlever la couverture, regardez, tout semble être bon. Mais quand vous allez en gros plan, vous voyez ce qu'on a fait. Il y a un peu de friction, un peu de frottement lorsqu'il essayait d'enlever le col. On a essayé d'enlever le col. Il l'a réutilisé en fait, dans une nouvelle architecture. C'est pas faux, c'est tout simplement pas neuf. C'est pas flambant neuf. Donc, c'est une pièce déjà utilisée, installée dans un ordinateur neuf. Ici, une autre façon, on parle d'une surface qui était sablée et s'exposait. Il y a des différences dans la coloration en haut. Vous voyez, côté droit, c'est plus sombre, plus foncé par rapport à la moitié gauche. Et cela semble indiquer que ce dispositif a été poli. C'est une des pièces en fait qui a été commandée, mais c'est loin d'être une partie neuve. Ici, vous avez 5 échantillons et il faut regarder de près. Ça, c'est un exemple 2. Il y a une ligne de friction, de frottement qui indique qu'il y a en fait, et aussi une variante que cet équipement, cette composante a été utilisée dans un autre dispositif électronique, peut-être pendant 4-5 ans, et puis maintenant, on le réutilise. Et l'important de ce que j'ai dit, on peut recycler, on peut récupérer, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas le problème. Mais si vous achetez une pièce pour une application très sensible, pour le biomédical, pour la défense, transport en commun, il faut s'assurer qu'on a les bonnes composantes pour le cycle de vie correspondent à nos besoins. Alors, ça, maintenant, les guerres de Troie, les matériels ou les pièces qui portent les chevaux de Troie matériels, ça peut endommager beaucoup. Je ne veux pas parler de toutes les images. Et c'est l'équipement, le matériel qui porte le cheval de Troie. Lorsque vous achetez une composante électronique, vous le recevez comme une 4, en version 4. Peut-être les pièces comportent des composantes ajoutées, des dimensions nanométriques. Vous ne pouvez même pas le trouver par l'inspection visuelle, par le rayon X, la radiologie, et même, il n'y a aucune indication de ces mesures nanométriques. Et ces chevaux de Troie sont placés dans l'équipement. Ils ne sont pas vivants, on ne peut pas les trouver. Il est impossible de détecter les chevaux de Troie par la vérification normale. On ne peut pas le trouver. Ils sont là. Ils sont presque latents complètement, mais ils vont être éveillés lorsqu'ils veulent détruire le système, désactiver le système, sur la fuite de données et envoyer des données sensibles. C'est très difficile à saisir, à trouver. Et c'est une guerre de Troie, vraiment. Et je pense, en fait, il faut qu'on parle de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement.
La taxonomie des chevaux de Troie pour l'équipement, c'est très large. C'est la taxonomie que vous voyez, en fait, qui a été développée. C'est pas mon travail, mais c'est le docteur Terrani qui a fait cela. Il y a tellement de variantes dans l'équipement. Il y a un transistor, à des dimensions de 29 mètres jusqu'à quelques résisteurs sur le PCB, sur la carte. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre, on peut l'ajouter. La plupart sont cachés, ils sont inactivés, ils sont activés. Si vous essayez, comme par exemple, ils ont leur propre mécanisme de déclenchement pour le déclic, parce que c'est sérieux, c'est grave. Quand vous pensez à votre équipement, il faut penser peut-être, on doit penser à la sécurité du système. Il faut être éveillé. Il faut penser qu'est-ce qu'on va faire avec ces chevaux de Troie. Et c'est la guerre. Les chevaux de Troie est là, c'est caché, c'est pas visible parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les chevaux de Troie se cachent dans l'équipement. Et c'est largement pratiqué. Et ce soit difficile à enlever, retirer ces équipements ou de réparer ces circuits. Irréparable. On ne peut pas envoyer un patch pour l'enlever. Une fois installé, une fois fabriqué, ça serait là pour toujours, pour le cycle de vie de la composante, de chaque composant. C'est une question critique que tout le monde qui considère la création de systèmes aussi complexes comme véhicule autonome qui est très complexe, il faut être vraiment, vraiment conscient, il faut y penser sérieusement. Ici, j'ai une vidéo que je vais vous montrer aussi, mais, mais ici, pour vous donner une perspective dans le côté des dispositifs, je vais donner quelques exemples des niveaux des chevaux de Troie qui existent sur le circuit imprimé. Un petit exemple, vous avez un circuit imprimé de la première figure 1. Vous avez numéro 1 encerclé. Et en zoom, côté gauche, qu'il y a un résisteur de plus. Il y a un résisteur de plus, en fait, ajouté au circuit. C'est un programme qui va le scan de surface. Peut-être, ça va vous protéger, peut-être. Le deuxième exemple, et c'est le contrôleur de courant, en fait, de l'alimentation du réseau. Vous ne pouvez pas trouver, en fait, le cheval de Troie à l'intérieur. C'est à l'intérieur même et en dessous, le bouchon en plastique. Donc, il faut des mesures très spécifiques pour quand vous avez le bouchon. Troisième exemple dans le même circuit. Ici, ça, c'est les broches, les pins, et que vous en avez une broche, vous en avez la connexion. Peut-être vous avez trouvé un autre routeur, en fait, de votre circuit. Et ça, c'est le mémoire flash, la mémoire vive. Ça peut causer énormément de dommages à votre système. Vous allez peut-être pas voir le cheval de Troie ici. Elle peut être le plus important. Ce qui cause énormément, ça me donne je manque de sommeil. C'est le VGA, où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes ici. Rapidement, je vais venir à cette diapositive. Je ne peux pas partager, en fait, avec les processeurs Intel, mais ça, vous pouvez trouver les Intel. Un véritable point, en fait, sur l'image colorée. Quand vous allez voir un petit point noir, ça, c'est le cheval de Troie. Et l'autre façon de le dire, et ça, c'est la vidéo normalement on n'a pas visualisé. Donc, j'allais regarder ici ces différents niveaux d'image. Côté droit, vous avez deux transistors. Ça, c'est la carte d'un transistor. C'est la mise en page, la configuration que vous allez au fabricant. Le fabricant reçoit le plan. Même si vous regardez le transistor au microscope, je vois la façon, je vois un peu ce que je peux voir à travers
et ça, c'est très bon, ça. Mais vous regardez près l'original, le troyen, il y a le rose au fond et il n'y a pas beaucoup de vert au fond. Mais c'est inversé, et ça, ça, c'est métrique 10 nanomètres. C'est tellement petit et c'est très difficile de détecter cette inversion parce que selon la forme, la silhouette, c'est la même forme. Mais ce n'est pas la même chose. Et si vous allez l'insérer, il y a des millions de transistors dans le RFPGA, le console RFPGA, et ça devient l'orage total pour les questions de sécurité. C'est très difficile à faire détection. Voici des façons qu'on peut faire la détection. Aucune méthode de détection fonctionne à 100%. Nous sommes encore dans les premiers jours de détection et de repérage et même de découverte des nouvelles formes de cheval de Troie. Ainsi, nous avons de nombreux défis avec les renseignements, avec des personnes futées qui savent comment installer ce matériel malveillant. Nos méthodes de test conventionnelles ne peuvent pas trouver ce matériel malveillant. Et les façons conventionnelles d'évaluer la cybersécurité ne vont pas assez loin pour voir qui est le fournisseur, de connaître les lieux de fabrication. Est-ce qu'il y a une équipe fiable sur le plan de la fabrication? Qui sont les sous-traitants? Ce sont souvent les aspects de la cybersécurité négligés. La plupart de ces matériels n'ont pas besoin de circuits supplémentaires. On ne peut pas les détecter. Parfois, il y a des changements de composition de matière et c'est impossible de trouver ce matériel cheval de Troie. Les circuits modifiés ressemblent beaucoup au matériel qui doit être produit. Pour clarifier un peu la recherche, lorsque nous développons du matériel informatique dans nos laboratoires, nous ne disons jamais que c'est suffisant et qu'on peut utiliser une méthode de cryptage ou de fonctions qui peuvent être clonées. Lorsque nous créons le matériel, on ne va pas penser que le cryptage est suffisant pour la sécurité. Nous allons un peu plus loin. Dans notre centre, nous avons le concept de l'équipe rouge et l'équipe bleue, ce qui existait pour le logiciel. Tout ceci doit s'appliquer au matériel. Nous devons tester le matériel. Si nous ne pouvons pas garantir l'absence de cheval de Troie, nous avons un protocole de résilience dans le matériel. S'il y a une attaque, nous savons comment réagir. Nous avons un plan d'intervention. Ainsi, nous avons une bonne façon de créer la sécurité dans le véhicule autonome, dans le transport commun, dans les téléphones intelligents et partout où nous utilisons des appareils électroniques. Je vais m'arrêter ici. J'aimerais vous remercier encore une fois de m'avoir accordé votre temps pour parler des chevaux de Troie du matériel informatique. C'est un sujet qui nous passionne et j'ai bien hâte de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mitra. C'était un sujet très intéressant. C'est un sujet qu'on n'a pas nécessairement examiné en détail, du moins pas comme votre équipe. Un invité veut savoir quels sont les résultats réels d'une attaque de cheval de Troie en matériel informatique et quels sont les effets potentiels d'une telle attaque. C'est très compliqué. Les effets d'une attaque dépendent du concepteur et du niveau d'accès au matériel. Ça peut
être un effet d'éteindre le système, d'avoir la carte qui s'éteint, ou un système qui reste fonctionnel et dévoile de l'information. Il peut aussi avoir des perturbations de service dans un réseau. Le défi avec ce matériel cheval de Troie n'est pas nécessairement limité. Il y a de nombreuses possibilités. Tout dépend des intentions de la personne malveillante qui l'insère. Les possibilités sont presque illimitées. Un invité suggère les effets d'une attaque dans l'infrastructure biomédicale ou militaire peut être dévastateur. Avez-vous des commentaires sur les effets dévastateurs potentiels? Oui, effectivement, c'est possiblement dévastateur. Je ne sais pas quels sont les éléments de protection, c'est souvent des secrets, mais on entend parfois de matériel qui va être retenu à la base et on sait que certains avions sont interdits de vol, probablement pour ces raisons. C'est un problème important. Et les concepteurs de chevaux de Troie sont de plus en plus futés. Auparavant, lorsqu'il y avait un problème, le matériel malveillant faisait du bruit. On pouvait mesurer le niveau de bruit et le trouver. Maintenant, il y a une insertion durant la fabrication. Ce sont des matériels malveillants très discrets qui sont difficiles à détecter. Pour la recherche actuelle, nous essayons de voir comment nous pouvons détecter l'existence des chevaux de Troie. Mis à part la complexité des chevaux de Troie, on ne sait pas s'il s'agit d'une erreur de fabrication ou est-ce que c'est un cheval de Troie? Est-ce qu'il faut se débarrasser de tout le lot ou seulement de regroupements particuliers dans un lot? Il faut regarder quelles sont les mesures de résilience insérées dans le matériel informatique. À moins que l'horloge s'éteigne, dans le système informatique, il y a un plan pour agir. Je sais que ça augmente les coûts pour le matériel, mais pour certaines pièces et certaines applications, je pense que nous pouvons payer ces frais au départ plutôt que d'avoir à subir les conséquences potentiellement coûteuses par la suite. J'ai une autre question d'un invité. Nous sommes en train d'arriver avec les acteurs d'État qui interviennent dans la fabrication. Comment qu'une organisation qui n'a pas cette expertise peut avoir la confiance dans des appareils sécuritaires? Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas une organisation nationale. Je ne peux même pas penser à des organisations aux États-Unis ou même du Canada qui peuvent s'occuper de ces questions. Je vous suggère de communiquer avec certaines entreprises qui ont une certaine expertise, vous pouvez communiquer avec des centres de recherche et des universités pour vous aider à cet égard. Le matériel, le cheval de Troie, n'est pas nécessairement sur le radar de nos partenaires industriels. C'est plutôt quelque chose à laquelle ils pensent par la suite. Mais comme vous l'avez vu, il faut songer à ces enjeux dès le départ. Peut-être que nous pouvons penser à créer une instance gouvernementale, une autre organisation qui s'occupe de ces enjeux. Comme vous le voyez, nous n'avons pas d'installation pour des raisons économiques et financières.
qui fabriquent le matériel ici. Donc, nous dépendons tout le temps de fournisseurs outre-mer. L'enjeu est donc plus complexe. Ce n'est pas une seule organisation qui peut s'occuper de la question. Ça prend probablement une instance à l'échelle nationale ou même internationale. Mais il faut commencer à penser à ces questions ensemble. Vous avez répondu à une autre question. Un de nos invités veut savoir quelle est l'instance des normes au Canada? L'Association canadienne de normalisation ne va pas regarder le matériel de cette perspective. Non, pour l'instant, personne n'examine ces enjeux avec une certitude. On regarde la mécanique de la communication V2X. Comment peut-on accélérer la communication? Certaines parties de la cybersécurité ont des normes pour le matériel, mis à part la norme ISO, qui commence à se pencher sur les questions de sécurité du matériel. Nous n'avons pas d'organisation ou d'autres organismes de normalisation qui s'occupent des questions. On essaie d'apporter en perspective l'enjeu, mais on ne sait pas où tracer la limite lorsqu'on veut suivre la norme. Est-ce que c'est la tâche d'un fournisseur d'équipement d'origine? Est-ce que c'est la tâche d'une entreprise indépendante? Et il y a toutes sortes d'approches quant à la norme actuelle. Quelques invités veulent savoir qu'en est-il des défis des chaînes d'approvisionnement mondiales? Est-ce qu'il y a plus de possibilités d'attaque de cheval de Troie à cause des enjeux des chaînes d'approvisionnement? Oui, même dans les plus petits projets, nous le voyons. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous n'avons pas nécessairement de date limite pour mettre en marché un produit. Nous devons examiner tout ce qui se trouve sur le marché. J'imagine que des partenaires de l'industrie qui ont des dates limites pour des livraisons de produits, il y a une pression, bien qu'il y a probablement des meilleures connexions, mais à l'heure actuelle, les entreprises doivent acheter ce qu'elles trouvent. S'il y a quelqu'un de l'autre côté de la ligne d'approvisionnement qui essaie de saboter les produits, ce serait le moment parfait, malheureusement. Ça apporte une nouvelle dimension à la prudence lorsqu'on achète. Est-ce que vous pouvez parler d'une attaque réussie de cheval de Troie de matériel informatique? Oui, nous avons des systèmes informatiques un peu partout, dans les voitures, dans les appareils électroniques. Sur les appareils électroniques, il y a une horloge qui synchronise le fonctionnement interne de l'appareil. C'est comme une pulsion constante et selon l'horloge interne, ce n'est pas les horloges qu'on connaît, c'est plutôt l'horloge interne de l'appareil qui sert à faire les calculs. C'est comme une pulsion carrée. L'année dernière, lorsque nous avons regardé les systèmes de pulsion, nous essayons de voir comment nous pouvions utiliser l'horloge. Parce que ça doit toucher presque tous les nœuds de l'appareil pour que l'appareil fonctionne. Nous avons regardé les données, nous avons découvert par inspection visuelle, nous pouvions trouver 20 façons de perturber l'horloge. Lorsque l'horloge s'arrête, tout le système arrête. Toute la carte va s'arrêter. Si c'est connecté à un véhicule,
Ça pourrait contrôler l'accélération. Vous voyez pourquoi c'est si essentiel d'avoir un bon fonctionnement. Les générateurs de pulsions d'horloge seraient une façon de protéger le matériel, mais nous voyons qu'il n'y a pas moyen de se protéger. Les petits changements peuvent perturber tout le fonctionnement du système. Et nous avons vu que ça peut servir dans du matériel essentiel dans un hôpital. Si par un problème, un cheval de Troie est activé, ça peut créer des conséquences graves pour les patients qui dépendent de l'appareil. Si vous êtes sur l'autoroute et tout d'un coup, le cheval de Troie est activé, les passagers du véhicule sont en danger et il n'y a pas de temps pour enlever le matériel malveillant et d'en mettre un correct à la place. Les chevaux de Troie n'ont pas besoin de communiquer avec le reste du monde. Certains oui, certains non. Certains vont rester passifs et s'activer de façon aléatoire selon les intentions du créateur ou du concepteur. Certains chevaux de Troie font seulement s'activer automatiquement à un moment imprévu. Et c'est fascinant. Nous avons encore plusieurs questions pour vous, Mitra. Est-ce que les pirates ou les systèmes de détection de cheval de Troie ont des alertes? Nous avons des solutions de résilience pour les appareils. Les problèmes de chevaux de Troie, à moins qu'ils soient très étranges, il peut y avoir un détecteur d'anomalies dans le système. Autrement, ils ne sont pas très évidents. Lorsque les chevaux de Troie sont activés, les conséquences sont aussi rapides que l'utilisateur n'a pas le temps de le remarquer, de le traiter. Nous essayons de trouver des méthodes de détection d'anomalies avec l'intelligence artificielle sur le matériel pour détecter le cheval de Troie. C'est un problème complexe. Parfois, le matériel informatique semble correct, mais il envoie un message subitement. Si une couche d'intelligence artificielle, le détecteur d'anomalies veut détecter ça, ça doit être très rapide, très efficace, avec une précision à 100 On sait par contre que c'est presque impossible. Il y a des possibilités. La recherche ne fait que commencer. Nous espérons trouver des solutions au cheval de Troie informatique, mais on n'a pas de méthode mis à part détecter des comportements anormaux. Merci beaucoup. Nous avons des questions sur les super micros. Est-ce que c'est quelque chose de réel? Et est-ce qu'il y a eu un changement de marché depuis les rapports d'incidents de 2018 sur l'enjeu du super micro? Je ne comprends pas tout à fait la question. La première question, c'est de savoir si c'est réel ou si c'est faux. Premièrement, est-ce que c'est réel et est-ce qu'il y a eu un changement de marché depuis les rapports d'incidents de 2018 sur le super micro? C'est réel, pour répondre à la première question, par rapport à la transformation du marché. Certains pays, pensons au Canada par exemple, nous n'avons pas les grandes ressources qui existent en Chine, aux États-Unis, en Inde ou même au Royaume-Uni pour faire un virage tout d'un coup. Nous sommes un peu en retard quant aux tendances. Certains gouvernements
qui ont de plus grandes ressources financières, il est possible de faire le virage. Mais pour une transformation au Canada, je n'ai pas vu beaucoup d'élan dans cette direction. Des petits efforts éparses, mais pas plus. Une autre question de l'auditoire. Est-ce que les méthodes de canaux latéraux pourraient donner de l'espoir pour détecter les chevaux de Troie? Nous utilisons l'analyse de canaux latéraux parce que les attaques peuvent se faire par les canaux latéraux. Nous faisons ces analyses de canaux latéraux parfois. Pour une attaque de canal latéral, il faut atteindre tous les nœuds et déclencher le cheval de Troie. Lorsqu'il est actif, il va créer ce changement dans l'information de canal latéral. Mais les systèmes malicieux sont mieux conçus. Le cheval de Troie va être inscrit sur des nœuds qui ne sont pas accessibles par l'analyse traditionnelle des canaux latéraux. La méthodologie pour les canaux latéraux n'est pas suffisante pour détecter ces chevaux de Troie. On peut regarder les générateurs d'horloge. Ils sont vulnérables aux attaques et il ne faut pas cette horloge de synchronisation des nœuds. Il y a une certaine efficacité quant à cette méthode, mais ce n'est pas efficace à 100%. Pouvez-vous parler sur la racine de confiance dans l'approvisionnement de matériel silicone? En tant qu'ingénieur, nous faisons de notre mieux pour trouver des moyens techniques pour faire en sorte que le matériel est sécuritaire et que la pièce est précise. Il faut avoir un parcours de confiance de la conception à la fabrication jusqu'à la livraison au consommateur. Ça doit se faire sur le plan des gouvernements à l'échelle nationale afin de savoir où nous envoyons nos pièces et d'avoir toutes les mesures de sécurité qui sont considérées dans la phase de fabrication. Je suis d'accord avec l'auditoire, mais avec la pénurie des composants et les enjeux de la chaîne d'approvisionnement, nous n'avons malheureusement pas vu beaucoup de cette activité au Canada. D'autres États agissent pour la sécurité. C'est peut-être parce que nous sommes un plus petit pays avec moins de ressources, mais je crois qu'il est temps de commencer à sortir de notre carapace et commencer à prendre ces enjeux au sérieux. Pas seulement pour le secteur de l'automobile ou de l'agriculture, du transport ou autres. Tous les milieux sont vulnérables à des attaques par matériel informatique de cheval de Troie. Cet auditoire ne semblait pas connaître la réalité de ces attaques de chevaux de Troie. Est-ce que nous sommes en train de donner des idées aux criminels comme possibilité d'attaque ou est-ce que les réseaux criminels connaissent cette vulnérabilité? Les criminels connaissent cette possibilité. Nous souhaitons faire de la sensibilisation pour les utilisateurs, les développeurs et le milieu scientifique. Ce n'est pas un problème qu'on peut ignorer. Il y a déjà eu des incidents liés aux chevaux de Troie en matériel. Puisque nous dépendons de fournisseurs étrangers pour nos pièces, nous sommes vulnérables à ces attaques. On connaît les chevaux de Troie depuis qu'on a commencé à créer des circuits imprimés depuis 20 ans, 30 ans.
Ce qui nous manque, c'est que nous ne parlons pas suffisamment du problème. Il n'y a pas assez de sensibilisation et nous n'avons pas les solutions. Voilà pourquoi je voulais vous dire que nous manquons de temps. La réparation du matériel est très coûteuse. On ne peut pas le faire seulement avec une mesure de rechange. Il faut faire une mise à jour du système, enlever les pièces malveillantes et en mettre des correctes. Pensez à un véhicule comme un camion. C'est un investissement sur plusieurs décennies. Il faut penser à ces éléments lorsque nous regardons des parcs automobiles, lorsque nous pensons à des véhicules autonomes dirigés par un système intelligent. Ce sont des problèmes qu'on ne peut plus tout simplement ignorer. Mitra, je vois qu'il y a beaucoup de curiosité. Nos invités ne vont pas vouloir ignorer le problème. Encore quelques questions. Est-ce que ça veut dire que la redondance du matériel informatique, d'utiliser différents fabricants avec d'autres processus de fabrication et d'autres fournisseurs, pourrait nous donner une certaine protection contre une attaque à cheval de Troie? L'évaluation dans la gestion du risque doit être menée par l'organisation afin de trouver différentes solutions. Je ne peux pas trouver nécessairement les solutions parfaites pour les organisations. Une suggestion serait d'acheter la même pièce de différents fournisseurs. Par contre, il y a certaines pièces qui sont fabriquées par seulement quelques fabricants qui ont un quasi-monopole. Dans la production de masse de pièces avec différents sous-fournisseurs, on ne peut pas toujours se permettre d'attendre. On doit dépendre des grands fournisseurs qui ont des temps de livraison plus rapides, de la fabrication juste à temps. Lorsqu'on se fournit en pièces d'origine ou lorsque c'est des pièces pour des appareils médicaux, il faut penser à la sécurité du matériel, la résilience du matériel et d'intégrer ça dans l'évaluation du risque. Tout à fait. Certains de nos invités ont indiqué dans le fil de discussion que c'est une cible qui bouge constamment. Est-ce qu'on sait que c'est seulement dans une certaine génération de fabrication que ça existe? Depuis combien de temps le problème existe? C'est un problème qui existe depuis une trentaine d'années. Ce n'est pas un nouveau sujet. C'est un sujet actif depuis un certain temps, mais le problème se manifeste à une échelle supérieure, étant donné notre virage vers l'Internet des objets. Tous les appareils sont connectés entre eux. Je blague maintenant que même nos oreillers sont connectés à l'Internet. J'ai vu cet appareil dans un magasin. Je me posais la question, pourquoi connecter des oreillers à l'Internet? L'augmentation de la communication 5G, de l'Internet des objets, accentue l'importance de la sécurité du matériel. Mais ce n'est pas un nouveau sujet, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. C'est fascinant, Mitra. C'est un problème qui existe depuis longtemps, mais à ma connaissance, je viens tout juste de connaître ce problème. Je vois aussi que c'est quelque chose que les invités ici viennent de découvrir. Quelle serait la bonne approche pour l'avenir? Pouvez-vous nous donner un peu d'espoir pour la gestion de cet enjeu? Les solutions doivent venir des organisations. Lorsque nous regardons la sécurité d'un véhicule ou la sécurité d'un système, il ne faut pas négliger le matériel informatique. Nous devons avoir des discussions à l'échelle nationale sur ces problèmes
les chevaux de Troie de matériel informatique peuvent avoir les mêmes conséquences que du piratage. Il faut parler ouvertement du problème. Il faut partager nos idées et partager nos solutions. Plus nous en savons sur les chevaux de Troie, plus nous serons informés et plus nous pourrons prendre de bonnes décisions. Certains problèmes liés au matériel informatique sont laissés de côté dans les discussions sur la sécurité informatique. Il faut qu'on commence à en connaître sur l'ensemble de ces enjeux, que ce soit du côté cybernétique ou du côté matériel. Merci beaucoup, Mitra, c'était fascinant. Vous avez remis la sécurité du matériel en haut de la liste des préoccupations pour nos experts. Merci beaucoup pour votre présentation et votre participation au sommet aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai bien hâte d'avoir d'autres discussions sur le matériel informatique pour tous ceux et celles qui s'y intéressent.